Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 31 janvier. Sous le soleil aujourd'hui, ça fait du bien. En actu aujourd'hui, la suite de nos entretiens avec les candidats en lice pour la complémentaire de Nyon. Et en bref, petit tour d'horizon du district, puisque différentes communes comme Tannay, Bursinal-et-Givrin où des postes sont à repourvoir pour l'exécutif. En sport, et ce seront nos invités du jour, nous recevons aujourd'hui Thomas Hurtevant, président du HBC Nyon, et Julien Kogler, coach adjoint. Bonjour à vous, messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous. On commentera notamment les enjeux du club, à savoir le maintien en première ligue. Enfin, en culture, Alexandre nous emmène aujourd'hui voir les exoplanètes et les étoiles. Salut Alexandre. Salut Andrea, oui, je suis effectivement à Versoix, à la galerie Boléro, où se tient justement une exposition sur les exoplanètes. C'est à l'occasion des 250 ans, tu le sais, de l'Observatoire de Genève, qui est donc à Versoix. Et alors, du coup, on va percer les mystères de ces exoplanètes ensemble avec David Ehrenreich. Bonjour David. Bonjour. Alors, vous êtes astrophysicien et donc apparemment, vous allez m'expliquer ce qu'est une exoplanète et quels sont leurs mystères, c'est ça? Alors, je vais essayer. Bon, très bien. À travers l'art, d'ailleurs. Exactement. Bon, super. Tu vois, Andrea, on va mêler la science, l'art, la fiction, plein de belles choses, juste après. Eh bien, on se réjouit. À tout à l'heure, Alexandre. En actu, plus que quelques jours avant le résultat du premier tour des élections complémentaires à Nyon, fixé le dimanche 5 février. Aujourd'hui, c'est au tour du candidat sur la liste numéro 4, intitulée PLR, les libéraux radicaux, avec 3 questions et 5 minutes pour vous convaincre. Olivier Riesen saura-t-il vous séduire? La réponse en images. Olivier Riesen, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes candidat à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise sur la liste numéro 4, intitulée PLR, les libéraux radicaux. Et je vous remercie de participer à cette interview, dont le concept est simple. Il y a ici 20 questions, vous allez en tirer successivement 3 et vous aurez 5 minutes pour y répondre. Je vous propose de débuter par la première question, allez-y. Très bien, volontiers. Oula. Une question à la fois. Oui, pardon. Je vous remercie. Alors, la question est la suivante, c'est la question numéro 6. Faut-il soutenir Jura-sur-Léman, la station de ski de moyenne altitude? Bien sûr. Aujourd'hui, toute station, enfin on sait que les stations aujourd'hui elles vont avoir un petit peu un problème en raison du réchauffement climatique et puis des modifications faites des conditions d'enneigement. Ça veut dire que il faut trouver des solutions pour l'été, il faut trouver un moyen pour qu'on puisse exploiter ces stations en hiver et en été, en sachant que certains hivers seront bons, on aura beaucoup de neige et puis d'autres un petit peu moins. Mais il faut travailler dans ce sens-là et puis bien sûr parce que c'est un atout pour notre région. Atout pour notre région, ça veut dire aussi atout pour Nyon. Nyon, il y a des hôtels, il y a des commerces, il y a des restaurants. Si on a des gens qui passent aussi un certain temps après avoir passé, je ne sais pas, quelques jours en station, puis après qui décident de découvrir Nyon, c'est très très bien pour nous et pour l'économie nyonnaise. En cette période de ski, on sait que par exemple Saint-Cergue, les pistes de ski de Saint-Cergue ont des problèmes pour ouvrir, qu'il faut régulièrement remettre de l'argent pour pallier au déficit des abonnements qui ne sont pas vendus. Quelles seraient vos solutions à vous? Dans quelle piste aller? Est-ce qu'il faut toujours remettre de l'argent dans le pot commun dans Télédôle? Ce qu'il faut surtout faire, c'est, on va dire, alléger les conditions de travail. Ça, c'est un point qui est très important. Donc, il faut avoir de la flexibilité pour que la station puisse s'adapter en fait à ces problématiques. Après, si ponctuellement, il faut donner un coup de pouce, pourquoi pas? Parce que comme je l'ai dit, il faut s'inscrire sur le long terme. C'est un très bon projet, puis c'est un très bon atout pour notre région. Et cas échéant, ponctuellement, si c'est nécessaire, pourquoi pas, oui. Alors, pour un PLR, vous êtes un PLR qui avait une vision sociale. Je suis un PLR qui a une vision sociale, mais je suis un PLR qui a une vision économique, qui sait très bien que certaines subventions bien données à un moment bien précis aideront plus tard à récupérer de l'argent. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je suis pour une telle subvention. Ouais. Olivier Riesen, je vous propose de passer à la question suivante. Je vais essayer d'en prendre qu'une cette fois, parce que j'ai apparemment réussi. Et la question est la suivante, la question numéro 9. Nyon, trop d'aménagements temporaires. Les aménagements temporaires, c'est vrai qu'on en a pas mal discuté. En fait, dans la population, on a souvent entendu des gens qui ont discuté de ces aménagements temporaires. Les aménagements temporaires, ils ont un avantage, un énorme, c'est qu'ils permettent de récolter des expériences puis de comprendre un tout petit peu, un peu comment sont les choses. J'aimerais rappeler ici que Nyon n'est pas du tout pionnière en la matière. Zurich a utilisé, et Bâle a utilisé ce système pendant des années pour réaménager, par exemple, tout le quartier du Harturm à Zurich, là où il y avait le stade. Il a fait l'objet de beaucoup
beaucoup d'aménagements temporaires. Et la ville a tiré énormément d'enseignements de ça parce que, on peut voir comment les aménagements évoluent dans le temps, comment ils sont utilisés par les gens, qu'est-ce qu'on peut réaménager et améliorer pour, après, quand on en fera quelque chose de définitif, d'avoir quelque chose qui est le plus optimal possible. Alors, c'est ces aménagements, c'est cette expérience que l'on pourra retirer, par exemple, du nouveau parc canin qui, là, est prévu pour 10 ans. Par exemple. Donc le parc canin, il a quand même 2 avantages. Un, c'est donc un lieu qui va permettre un échange social. Cet échange social, lui, il ne va pas se perdre, il va continuer dans la durée. Et puis concernant le parc lui-même, pour les 10 ans, écoutez, c'est une première expérience, en tout cas pour la ville de Nyon. On saura en tirer beaucoup d'avantages. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une association qui va se créer. Donc le parc va être géré par une association formée de privés. Là, de nouveau, échange social, bien vivre ensemble. Et puis la ville, elle bénéficie de tout ça parce qu'elle a un retour concret par le biais de ces associations ou de cette association. Et aussi, elle va pouvoir observer l'évolution de cette infrastructure. Olivier Rizan, il nous reste moins d'1 minute 30 pour la dernière question. Je vous propose de la tirer. Oui. Et de me la donner. C'est donc la question numéro 19. La fonction de syndic doit-elle être exercée par alternance ? Forcément dans une démocratie. La démocratie veut que, en fonction de l'évolution de la société, en fonction de l'évolution des courants, on va dire, politiques, eh bien, il y a des alternances qui peuvent exister. Et il n'y a aucune raison qu'en fait Nyon n'échappe pas à ceci. Et puis, ça on verra bien. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour cette question-là que nous nous présentons, et en tout cas pour cette fonction-là que nous nous présentons, mais dans un avenir plus ou moins certain, c'est-à-dire en 2026, cette question se reposera à nouveau. Et de quelle manière elle se reposera ? Elle se reposera parce qu'on peut partir du principe que l'actuel détenteur du poste ne va certainement pas rempiler, donc le poste sera à repourvoir. Et puis après, on verra bien dans quelle situation nous serons en 2026. Alors rapidement, ça pourrait être sur le modèle genevois, par exemple, où le mieux élu commence la législature en tant que syndic, et puis ensuite il y a un tournus au niveau de la municipalité sur les années suivantes. Bon, ça, le système genevois est assez intéressant parce que le tournus est automatique. Est-ce qu'on s'aventurerait dans une telle nouveauté dans le canton de Vaud ? Je ne sais pas, parce que ça impliquerait une modification de la loi sur les communes, mais peut-être que c'est quelque chose auquel on peut penser dans le futur. Oui, tout à fait. Olivier Rizan, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Je rappelle que vous êtes candidat sur la liste numéro 4, intitulée « Les PLR, les libéraux radicaux ». Merci de m'avoir invité et très bonne journée. Dans le district, à noter que plusieurs élections complémentaires sont également en cours à l'ordre du jour. Petit tour d'horizon, on commence par Burtigny avec une certitude, l'élection tacite de Maud Rédard, seule candidate en lice et qui succède ainsi à Pierre Hauser. À Givrin, 4 candidats pour 2 places à la municipalité. Le 12 mars prochain, 2 hommes et 2 femmes souhaitent reprendre le flambeau des 2 municipaux démissionnaires. Parmi les candidats en lice, Muriel Dauphin, Nadia Bechtel, Cédric Nardon et André Dinbergs. À Bursinel, 2 candidats brigueront le poste laissé vacant par la démission du syndic. Il s'agit de Vincent Burnier et de Jasmine Locatelli qui s'affronteront également le 12 mars prochain. Enfin, du côté de Tannel, la commune traverse une petite zone de turbulence. L'annonce des candidatures à l'élection complémentaire est suspendue pour des questions liées à la procédure. Je vous explique. Dans les faits, la commune a d'abord annoncé une élection tacite, puis s'est rétractée quelques minutes plus tard après le désistement du candidat. Et la question est légitime puisque le retrait d'une candidature ne semble pas prévu par la loi. Il faudra donc se renseigner auprès de la préfecture. Voilà pour les horizons politiques. On va retourner aux horizons célestes avec toi. Alexandre, on va rêver un peu. Dis-nous tout sur ces exoplanètes. Oui, c'est surtout David Ehrenreich qui est en face de moi, voilà, qui est astrophysicien, qui va nous expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette exposition sur les exoplanètes par l'Observatoire de Genève, David ? Pourquoi avoir fait cette exposition et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, l'idée, c'est de transmettre au grand public pourquoi on fait ces recherches et ce qu'on trouve. Donc, ce sont des recherches qui concernent les exoplanètes, le mot que vous avez dit. Alors, c'est quoi déjà ? On va le rappeler peut-être. Alors, tout à fait. Alors, les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc, autour du Soleil, on a 8 planètes, dont la nôtre, la Terre, sur laquelle on vit. Et on sait maintenant depuis 1995 qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles. C'est la découverte de Michel Mayor et Didier Queloz qui leur a valu le prix Nobel en
Tout à fait. En 2019. Oui, c'est juste. Et donc, du coup, tous ces travaux de recherche auxquels vous avez participé aussi en tant qu'astrophysicien, on imagine, vous les relatez à travers l'art, à travers des œuvres. Pourquoi ça, du coup? Alors, l'idée, c'est d'aller au contact des gens pour pouvoir justement les toucher émotionnellement. En fait, on fait ça en levant aussi l'ambiguïté sur ce que c'est qu'une image d'artiste. Donc, on va représenter, on va tâcher de représenter le fruit de nos découvertes en utilisant la science-fiction, l'imaginaire, la poésie, pour que les gens soient curieux en fait de ces images, tout en sachant immédiatement qu'il s'agit d'images d'artistes. Oui. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des images de synthèse extrêmement réalistes, parce que malheureusement on est obligé de recourir à des images à des graphiques, etc. Voilà, à des graphiques, parce que les exoplanètes, on ne peut pas les voir directement. Ce sont des objets qui sont trop petits et trop peu lumineux, donc c'est pas comme les nébuleuses ou les galaxies où on peut faire de superbes photos. Ça n'existe pas pour les exoplanètes. Oui. Et donc, il faut bien les représenter d'une certaine manière pour transmettre aux gens ce qu'on trouve. C'est une vulgarisation scientifique finalement, c'est-à-dire au lieu de présenter des chiffres, des courbes, des graphiques et puis des systèmes stellaires, vous représentez justement tout ça à travers des œuvres de pop culture. Voilà, en fait. Alors exactement, parce que le résultat de nos travaux bruts qu'on communique à la communauté scientifique et qu'on a montré dans cette exposition ici juste pour le contraste. Ah oui, je viens vers vous parce que voilà à quoi ça ressemble. Ici. Voilà, ça, ce sont de véritables études scientifiques, donc des articles qui sont publiés dans la littérature spécialisée à destination des autres chercheurs. Ouais. Et alors, malgré tout, il y a quelques couleurs, mais évidemment, on ne peut pas se permettre de faire passer ça. Oui, j'y comprendrais rien moi-même, David, c'est ça que vous dites en fait. Et puis c'est un petit peu rebutant. Ouais. Et alors que si on arrive à intéresser les gens avec des images dans lesquelles en fait ils vont pouvoir s'impliquer parce que on a sciemment choisi de représenter des humains dans des situations. Alors ça peut être des situations de tous les jours ou ça peut être des situations vraiment qui ont trait à la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux. Là, on va susciter l'attention. Oui. Et une fois qu'on a suscité l'attention, les gens sont beaucoup plus ouverts pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on a voulu dire. Alors, vous êtes à l'origine, vous êtes astrophysicien, je l'ai dit, mais vous êtes à l'origine justement de cette exposition. Qui sont les artistes qui ont travaillé justement sur ces dessins? Alors, on a deux types d'artistes. D'une part, on a ce qu'on appelle un peu pompeusement les maîtres de la bande dessinée, qui sont des artistes professionnels renommés comme Frédéric Peters, François Schouten, Denis Bajram ou Manchu, qui ont bien voulu se prêter à cet exercice. Et puis, on a de jeunes artistes très prometteurs en devenir, qui sont les élèves de l'école de bande dessinée et d'illustration de Genève. D'accord. Donc, avec les enseignants desquels on a monté un projet pédagogique qui a consisté à faire des pairs artistes scientifiques. Donc, les chercheurs et les chercheuses de l'Observatoire de Genève se sont mis en binôme avec des étudiants, des apprentis dessinateurs de cette école, et on produit la majeure partie des œuvres qui constituent cette exposition. D'accord, il y en a combien d'ailleurs au total de ces œuvres-là? Parce que je vois qu'il y a plusieurs sections, on va en parler après. Alors, mais il y a combien d'œuvres au total qu'on peut voir ici à Versoix? On a 36 œuvres. Donc, on en a 7 qui ont été faits par des maîtres de la bande dessinée, et puis tout le reste a été fait par les élèves de l'école de bande dessinée de Genève. Alors, David, puisque le but de cette exposition, c'est aussi de relater justement les résultats, ces résultats, vulgairement parlant, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce que l'Observatoire de Genève a découvert qu'il retranscrit dans cette exposition? Alors, depuis la découverte originale de Michel Mayor et Didier Queloz, on s'est rendu compte, on a découvert que, en fait, d'une part, les exoplanètes sont partout dans l'univers, autour de toutes les étoiles qu'on peut voir dans le ciel. Il y en a statistiquement la moitié qui hébergent des systèmes planétaires. Et puis, l'autre grande découverte, c'est que ces planètes, elles sont d'une diversité absolument folle, qui dépasse largement les frontières de ce qu'on connaît dans le système solaire. Ouais. Alors, la première partie de cette exposition, elle est dédiée à cette diversité fabuleuse de ces mondes lointains. Et l'un des aspects sur lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui, ce n'est plus seulement de compter les planètes, mais de savoir de quoi elles sont faites, à quoi elles ressemblent, quels sont les climats
qui travaillent leur surface. Et là, justement, on est dans une partie, j'ai l'impression, très chaude. C'est-à-dire que c'est l'aspect climatique. On voit des représentations de flammes et notamment cette œuvre-ci qui est très belle aussi. Ça veut dire quoi, des exoplanètes? Ça veut dire qu'il y a justement une chaleur liée au Soleil, justement? Oui, ici, on est dans la partie vraiment, les mondes les plus extrêmes qui proposent certainement les climats les plus extrêmes de l'univers. Et ça, c'est essentiellement lié au fait que ces planètes, on les découvre plus facilement très, très proches de leurs étoiles. Donc, elles reçoivent plusieurs milliers de fois l'ensoleillement de la Terre. Et ça donne lieu à des climats absolument délirants, avec, dans le cas de cet objet qui est représenté ici par Frédéric Peters, on a détecté ce qui pourrait être des pluies de fer. On a du fer et des métaux à l'état gazeux qui, quand le vent s'engouffre du côté jour au côté nuit de la planète, vont se condenser, vont se mettre à pleuvoir. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on s'imagine sur la base des données qu'on a obtenues et ce qu'on a essayé de représenter ici, en suggérant la pluie avec le fait qu'on a un bonhomme qui tient un parapluie et qui se trouve, c'est un peu chantons sous la pluie, mais chantons sous la pluie de fer. On a une cascade de gaz qui se rue du côté jour au côté nuit, et on a ces nuages de fer qui est en train de se condenser. Bon alors, du coup, David, ma prochaine question, et puis du coup on y répondra sûrement après, ça me permet de faire cette transition, mais est-ce qu'on peut vivre sur ces exoplanètes? Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce qu'il y a d'autres découvertes? Et je vous propose, David, qu'on marque une petite pause sportive pour que ma collègue Andrea parle de handball en plateau. Et puis nous, ensuite, on ira justement un peu plus loin dans l'exposition pour savoir les climats de ces exoplanètes. Est-ce qu'ils peuvent être favorables ou non à l'homme? Réponse après, Andrea. Allez, je prends la balle et on la reçoit surtout avec nos invités. Thomas Artevant, je vous en prie, venez me rejoindre. Julien Kogler également, vous êtes respectivement le président du HBC Nyon et le coach adjoint. Vous le savez à la maison, les handballeurs de l'Union HBC Nyon et du TCGG ont repris la compétition avec en objectif, je le disais en introduction, le maintien en première ligue, éviter donc à tout prix la relégation. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis que vous soyez là. Alors Thomas Artevant, la saison passée, on parlait d'une montée potentielle en LNB et puis là, tout à coup, on parle d'éviter une relégation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un début de saison assez catastrophique à tous les niveaux. Si je paraphrase Eisenhower, tout ce qui pouvait merder a merdé. Donc voilà. Voilà, c'est dit de manière dit, mais on l'assume. On a eu tous les problèmes possibles et imaginables, beaucoup de blessures, un début de saison avec des résultats défavorables mais qui se jouaient à rien. Et donc un enchaînement, une espèce de spirale négative qui s'est mis en place au sein de l'équipe. Donc on a fini un petit peu le premier tour en roue libre. Assez rapidement, on a compris, nous et les joueurs, que l'objectif de jouer comme l'année dernière, la montée en Ligue B, était impossible. Et donc, on a tous souhaité se reconcentrer sur la deuxième partie de saison. Là, l'objectif, maintenant, il est clair, c'est le maintien. Tout le monde est focusé sur cet objectif. Et puis, on a aussi dû beaucoup travailler pendant l'intersaison, j'allais dire ça l'intersaison, mais oui, pour réorganiser un petit peu le club. Et notamment, toute l'équipe première, s'assurer que tout le monde soit bien focusé et concentré sur les objectifs. Oui, c'est là que vous arrivez, donc, Julien Kogler. Aujourd'hui, vous êtes le coach adjoint assistant du coach Émilien Larrière. Alors, on va comprendre le fonctionnement et comment ça se passe. Mais en gros, aujourd'hui, vous venez remplacer le départ de Sudarshan Varadarajo, qu'on avait reçu plusieurs fois sur ce plateau. Déjà, comment vous vous sentez? Parce que tout a merdé, on vous dit, tout a merdé. Et là, aujourd'hui, vous êtes là pour enlever la merde et rendre tout ça très beau. J'imagine que ça met la pression? Non, pas forcément de pression, mais surtout un challenge. Voilà, je suis plutôt de nature compétiteur et j'adore justement relever ce genre de challenge. Justement, voilà, sur cette deuxième partie de saison, il y a des choses qui ont été mises en place pour justement partir sur de bons rails. On a commencé justement sur un premier match au niveau des playdowns, sur notre maintien, où on a réussi vraiment à effectuer une belle victoire. Oui, c'est vrai que ça a été une belle reprise, 38-21 face à Surarao 2. On peut donc imaginer que la confiance est revenue, mais on va y revenir d'ici quelques instants, parce que c'est vrai qu'on a été très dur, assez cru, même peut-être vulgaire, excusez-nous, mais Thomas, j'aimerais revenir sur le départ de Sout, comme on l'appelle. Est-ce que ça veut dire que c'est la faute à pas de chance, ou effectivement, c'est sa responsabilité à lui, quelque chose qui ne jouait plus avec sa manière de coacher l'équipe? Quelle lecture vous en faites? Qu'est-ce qui s'est passé, au fait? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Alors, non, le départ
de Sout, alors il a sans doute sa responsabilité, comme le comité, comme les joueurs, dans la mauvaise première partie de saison. Non, Sout a quitté son poste d'entraîneur parce que sa situation professionnelle a beaucoup changé et qu'il ne pouvait plus assumer la responsabilité de l'équipe, voilà, et l'engagement qu'il souhaite y mettre et qu'il y a mis toute l'année dernière. Donc après, les résultats n'étaient pas bons, il y a cette spirale négative, et donc Sout est parti, et bien évidemment, on l'a remercié pour tout ce qu'il a fait avant, mais on a aussi saisi l'opportunité pour amener du changement. C'est vrai que pour sortir d'une spirale négative, un nouveau discours, des nouveaux engagements, de nouvelles personnes, des nouvelles méthodologies, c'est important. On a malgré tout eu sur la première partie de saison un dernier match extrêmement satisfaisant aussi. Qui est et une saison précédente aussi qui était excellente, oui. où Sout était là, donc il y a quand même... Là, voilà, Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui corriger dans cette méthodologie de travail? On comprend que 2 personnes seront là pour coacher les équipes. Pourquoi? Quels besoins ça vient répondre? Alors, je pense que sur la première partie de saison, Sout tout seul avait sa méthodologie à lui et puis une vision qui est personnelle. Ça manque un peu de challenge interne, de même que quand les joueurs veulent parler à quelqu'un, parler à leur coach, ils ont une personne en face d'eux, avec 2 personnes. Enfin, Julien apporte une vision différente au coach, à Emilien, puisque Emilien va arriver, ce sera plus Sout, mais voilà, chacun a une vision différente, voit des choses et des spécificités dans le jeu, sur les joueurs, leurs capacités, et c'est l'échange. Enfin, on travaille mieux en équipe en général, hein, la somme de 2 personnes, ça fait parfois plus que 2, et donc là, on y croit volontiers. Voilà, c'est sans doute un élément qui était prévu initialement. Quand Julien est arrivé dans le club en début de saison, il devait occuper ce poste d'adjoint de Sout. Pour des raisons de départ de coach, il a accepté de prendre des équipes directement en charge en tant que coach principal. Voilà, là on revient sur un poste qui était celui prévu initialement et qui doit nous permettre de fonctionner beaucoup mieux. Ouais, et puis je sais que c'est un sport qui vous passionne, on en parlera d'ici quelques instants, mais Julien, comment vous allez vous répartir ce temps de parole justement avec Emilien de l'arrière? Alors, au niveau du temps de parole, ce temps de travail. C'est moi qui suis dans un temps de parole puisque principalement sur cette deuxième partie de saison, donc Emilien à l'arrière a un contrat dans un autre club en France, donc il ne pourra pas être présent à 100% lors des entraînements et présent à 100% lors des rencontres. Donc pendant les sessions d'entraînement où il sera absent, c'est moi qui gérerai les sessions d'entraînement avec vraiment des thèmes abordés ensemble entre Emilien et moi-même sur ce qui a travaillé pour le match qui arrive. Ouais, j'aimerais savoir sur quels aspects vous souhaitez travailler, parce que, je le disais, vous êtes un passionné de ce sport. Thomas le disait, vous êtes arrivé au club en début août, je crois. C'est ça. Mais le sport et le handball, notamment, c'est pratiquement toute votre vie, hein. Vous avez joué en tant que joueur, évidemment, vous avez été assistant, vous avez été également arbitre, plusieurs facettes du métier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez dans votre rôle de coach? Aujourd'hui, c'est vraiment cette autre vision. Je pense que après une carrière de joueur, c'est intéressant d'avoir cette vision d'entraîneur, de porter un effectif, soit vers la victoire ou soit vraiment partager ce plaisir et cette passion par rapport aux joueurs qui m'entourent. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Du coup, voilà, je souhaite vraiment perdurer dans ce sport et continuer à développer ce sport. Ouais, Thomas, vous me disiez qu'en préparant cette interview, vous me disiez qu'il y avait un aspect novateur dans sa manière de travailler. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais surtout, peut-être un challenge qui est déjà réussi, parce que même si ça a été des entraînements assez assidus, techniques, personne n'a désisté. Qu'est-ce qui fait la plus-value aujourd'hui de Julien? Alors, dans le club, on a des coachs qui sont issus de la formation suisse. Julien, lui, il est issu de la formation française. Donc, il arrive avec une vision du jeu, une approche du sport qui est aussi un petit peu différente. Et donc, il y a du travail spécifique qui est fait sur le positionnement du corps, le positionnement des joueurs. Il y a beaucoup de physique aussi. Et je ne parle pas que pour l'équipe première, je parle de l'ensemble des équipes que Julien suit. C'est un point de travail, je pense, qui a été assez vite identifié, notamment sur la H1, le physique, la défense. Voilà, c'est des choses qu'on avance. Et voilà, Julien voit ça très clairement. Ce que Julien ne vous a pas dit, c'est qu'en dehors du handball, il est aussi coach professionnel, coach dans la vie. Donc je pense qu'il a aussi cette approche un peu différente du métier de coach sportif. Et donc ça amène beaucoup à tous les joueurs et les joueuses qui peut encadrer. Voilà, c'est une approche basée aussi beaucoup sur la discussion, sur la technicité, sur l'exigence. Voilà, on est tous exigeants, mais de manière différente. Voilà, ça se passe en ce moment, en tout cas, très bien sur toutes les équipes que Julien encadre.
À voir lors des prochains matchs, notamment face à Kriens et Berne 2, pas le droit à l'erreur? Pas le droit à l'erreur. Donc, prochain match, Kriens. Match très important pour la suite, pour l'objectif du maintien. Ouais, concrètement, ça veut dire quoi? Combien de matchs est-ce que vous devez à présent gagner pour éviter cette relégation? Tout dépendra vraiment du championnat et des résultats des autres équipes. Nous, ce qui va être important, c'est vraiment de se concentrer sur nous, sur ce qu'on doit faire, sur les matchs, de la manière dont on doit aborder les matchs, vraiment se concentrer sur notre propre performance, voilà, sans forcément regarder ce qui se passe autour. Julien Kogler, Thomas Artevant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Avant de vous laisser partir, Thomas, au niveau du calendrier, on prend rendez-vous à quelle date pour les prochains matchs? On le disait, à Kriens et Berne 2. C'est dès ce week-end, prochain match dimanche, si je ne me dis pas de bêtises. C'est bien ça, voilà. Contre Kriens. Contre Kriens. Voilà, le rendez-vous est pris, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci à vous. Alexandre, on retourne à toi, voir ces exoplanètes. Oui, et l'astrophysicien David Ehrenreich qui est toujours avec moi pour visiter cette exposition et m'apprendre du coup tous les mystères sur les exoplanètes. Alors, je le disais avant avec vous, David, cette section, eh bien, elle s'intitule « Vivre ailleurs ». Et puis, ça commence comme ça. La Terre est-elle la seule planète habitée de la galaxie? C'est vrai, question qui est sur toutes les lèvres, de tous les fantasmes pour le futur. C'est vrai, on parle de réchauffement climatique et autres. Alors, vous, astrophysicien, vous dites quoi? Vous répondez quoi à cette question, globalement? Alors, la vraie réponse scientifique, c'est on ne sait pas. Ouais. Mais c'est évidemment une des grandes questions. Alors, le titre de la section est un petit peu provoquant parce que, en fait, les distances sont tellement grandes qu'on peut répondre tout de suite non, on n'ira pas vivre sur une exoplanète, c'est trop loin, même si on en trouvait une qui ressemblait à la Terre. Par contre, ce qui nous excite beaucoup, c'est de savoir si la vie existe à d'autres endroits. Alors, ça montrera que, eh bien, ce qui s'est passé sur Terre, l'apparition de la vie sur Terre, n'est pas un événement unique, mais qu'on peut le replacer vraiment dans un contexte beaucoup plus large, un contexte cosmique. Et donc, à travers cette partie-là de l'exposition, les questions qu'on va se poser, c'est quelles conditions, dans quelles conditions il faut qu'une planète soit pour que la vie puisse émerger. Ouais. Et donc, notamment, ici, qu'est-ce qu'on voit justement des résultats que vous avez obtenus à travers ces œuvres? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Comme on sait maintenant qu'on a des systèmes planétaires qui montrent une diversité qui va bien au-delà de celle du système solaire, on va, par exemple, avoir des systèmes avec plusieurs étoiles, avec 2, voire 3 étoiles. Alors, est-ce qu'une planète qui répondrait aux conditions habitables, qui ferait que la vie pourrait y éclore, peut exister autour d'une planète avec plusieurs étoiles, alors sachant que ça pourrait générer des effets de marée absolument gigantesques, qui pourraient soit booster, soit au contraire prévenir l'apparition de la vie, ou alors ça aurait des effets en termes de différence d'ensoleillement gigantesques qui rendraient la planète alors vraiment inhabitable. Donc ça, ce sont des questions qu'on se pose pour des planètes qu'on a détectées aujourd'hui, qui pourraient a priori réunir les conditions suffisantes, sauf que, eh bien, il y a toujours un petit détail qui va changer et qui va faire que, eh bien, on va vraiment se poser cette question de qu'est-ce qui va affecter, ralentir ou accélérer peut-être le développement. Alors, la réponse scientifique, c'est non, on n'ira pas vivre sur ces exoplanètes, c'est ce que vous m'avez dit, et aussi que on ne sait pas, est-ce qu'il y a de la vie ou non, mais vous, votre intime conviction, David, c'est quoi? Vous sentez qu'il y a quelque chose sur ces exoplanètes, qu'il y a d'autres habitants? Alors, c'est plus une extrapolation qu'une intuition. C'est toute l'histoire de l'astronomie a eu tendance à nous excentrer, c'est-à-dire à faire en sorte de dire la Terre est pas au centre du système solaire, le système solaire est pas au centre de l'univers, et si on suit ce fil en extrapolant, on peut se dire qu'il n'y a aucune raison que la vie soit apparue sur Terre et pas ailleurs. Mais entre dire ça et puis le trouver, c'est vraiment le gros défi de ces prochaines années, des prochaines années, voire des prochaines décennies. Et c'est un des buts vers lequel tendent tous les développements
qu'on entreprend, et notamment les développements d'instruments. Ouais, alors justement, puisque vous parlez d'instruments, effectivement, pour voir toutes ces choses, observer ces exoplanètes et puis tirer les conclusions que vous, astronomes, astrophysiciens, tirez, eh bien, il faut des outils. Et notamment, vous avez représenté un certain outil ici. Qu'est-ce que c'est que ça, David? Alors ça, c'est notre télescope spatial suisse. Donc on a un télescope spatial qui tourne autour de la Terre, qui s'appelle KEOPS. KEOPS, c'est un acronyme qui veut dire caractériser les exoplanètes. Ouais. Donc c'est vraiment dans l'idée d'aller au-delà de simplement détecter de nouvelles planètes. On veut en apprendre plus sur ces planètes, et notamment. Il fait à peu près cette taille, d'ailleurs. Alors ça, c'est une représentation à l'échelle 1,5. Donc en réalité, il est 2 fois plus gros. 2 fois plus gros que ça. Donc c'est vraiment un gros frigo américain. Ouais. Et donc c'est une mission spatiale menée par la Suisse avec l'Agence spatiale européenne et puis un consortium international de 11 pays européens. Donc il y a plus d'une centaine de scientifiques dans une quarantaine d'instituts qui sont impliqués dans KEOPS. Et le but de KEOPS, ça va être de mesurer très précisément, très finement la taille de ces exoplanètes, et d'obtenir comme ça une idée de ce qu'on appelle la densité, c'est-à-dire on va avoir une première idée de leur composition. Parce si elles sont très denses, elles vont être rocheuses avec un cœur de métal. Si elles sont très peu denses, elles vont être essentiellement constituées de gaz, peut-être d'eau, et d'un mélange de tous ces éléments. Et aujourd'hui, on a plus de 5000 exoplanètes connues. Et en fait, on ne peut pas passer tout le temps des télescopes les plus puissants, que ce soit les très grands télescopes au sol ou le nouveau télescope spatial James Webb. On ne peut pas observer ces 5000 planètes. Ouais. Donc, il faut choisir les plus intéressantes. Et le rôle de KEOPS, c'est justement de faire une sorte de filtre et de dire à ces gros télescopes, voilà, il faut absolument regarder cette planète-là, elle a l'air super intéressante. Donc maintenant, on veut apprendre plus sur cette planète, par exemple la composition de son atmosphère, justement, peut-être, pour y détecter un jour des traces de vie. Et donc, à l'heure où on parle, ce KEOPS, donc pas celui-ci, mais le vrai, il tourne justement dans l'espace. Voilà, il est à 700 km au-dessus de nos têtes. Ah, d'accord. Il tourne autour de la Terre en seulement 96 minutes. Ouais. Et donc, KEOPS a été lancé depuis la fin de l'année, depuis décembre 2019, et tourne maintenant depuis près de 2 ans et demi. Sans aucun problème, ça marche super bien. Et promet d'autres résultats. Et puis, alors, la spécificité, c'est qu'on opère ce télescope, on fait toute la planification depuis Versoix. Depuis l'Observatoire de Genève à Versoix. Merci beaucoup, David Ehrenreich. Je rappelle que vous êtes astrophysicien donc pour cet Observatoire de Genève, donc à Versoix. Andrea, moi j'ai appris plein de choses. Franchement, merci beaucoup, David. C'était passionnant, justement, les exoplanètes. Voilà, moi je me rêve aussi astronaute, je me rêve même astrophysicien. Enfin, tu vois, j'ai envie d'explorer la galaxie et ses exoplanètes maintenant. Je rappelle juste une chose, Andrea, c'est que cette exposition, elle est à la Galerie Bolero à Versoix. Elle est à voir jusqu'au 30 avril, donc vous avez encore quelques semaines, quelques mois. Voilà. Ouais, et qui sait, si tu es sage, peut-être qu'une fois tu pourras maintenir la petite manette de KEOPS et la faire voler au-dessus de nos têtes. Je ne sais pas si on sera tous rassurés, mais en tout cas, peut-être, si tu es sage, que ça sera possible. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette visite. Merci à ton invité, David. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.